Et voilà, je crois que ça y est, on est live. Bonjour à toutes et à tous. Salut Vincent. Bonjour Nicolas. Merci d'être là parmi nous. Je propose d'attendre encore peut-être une minute que les gens se connectent. Et puis on va parler un petit peu, on va entrer ensuite dans le vif du sujet. Comme ça, euh, Comme ça, on est bon et on attend que tout le monde se connecte. Donc, je vous demande encore une petite minute de patience et puis on pourra commencer. Comme vous le savez, on essaye avec Neofa de créer des webinaires et de vous aider à mieux comprendre votre épargne, à mieux comprendre quoi faire pour créer, développer et gérer votre patrimoine avec l'aide d'un conseiller financier. Et lors de ces webinaires, l'idée, c'est de passer au travers différentes thématiques euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont plutôt importantes et qui font partie de cette gestion de patrimoine et qui vont vous aider à développer, à mieux appréhender votre patrimoine. Voilà, je vois que les gens commencent à arriver, donc je propose de commencer. Donc bonjour encore une fois à toutes et tous. Merci d'être là parmi nous. Merci à ceux qui nous suivent depuis maintenant plusieurs mois. On a la chance d'avoir Vincent Coumans avec nous de Vano Gestion Privée pour nous parler de private equity. Vincent, est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques minutes? Oui, très bien. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Vincent Coumans. Donc je fais partie de Vano Gestion Privée. Quelques mots pour me présenter. Donc j'ai 34 ans. J'ai démarré professionnellement au sein d'un grand cabinet d'audit où j'ai travaillé pendant 3 ans avant de bifurquer vers la gestion de patrimoine au sein de laquelle je travaille depuis 8 ans. Ça fait 7 ans que je travaille au sein de Vano Gestion Privée et donc j'ai la particularité d'être un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Donc cette indépendance me tient beaucoup à cœur puisque c'est ce qui me définit et ce qui va définir aussi le conseil que j'apporte aux particuliers et à mes clients. C'est ce qui me différencie également des banques parce que cette indépendance me permet d'avoir le choix des différents partenaires. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai jamais travaillé en banque, par exemple. Voilà en quelques mots une petite présentation. Donc aujourd'hui, je suis ravi de participer à ce webinaire où on va parler d'une classe d'actifs, on va dire encore trop méconnue pour les particuliers. Tout à fait. Merci beaucoup, Vincent, pour ces informations. Alors, petit rappel sur Neofa, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on essaye avec Neofa d'aider chaque épargnant français à créer, développer et gérer son patrimoine avec l'aide d'un conseiller financier indépendant. Et lors de ces webinaires, on essaye systématiquement de vous présenter différentes classes d'actifs, différentes thématiques qui peuvent être intéressantes pour justement la constitution ou la diversification de ce patrimoine. J'insiste sur le fait que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, tout ce qu'on dit, je sais, je le répète à chaque fois, mais tout ce qu'on dit lors de ces webinaires n'est pas forcément un conseil qu'on vous donne, puisque chaque profil, chaque épargnant est différent et que, évidemment, pour avoir un conseil personnalisé et donc un bon conseil, je vous invite à prendre rendez-vous avec Vincent sur Neofa ou un de ses collègues. Donc Vincent, aujourd'hui et tu voulais parler plus précisément de private equity. Peut-être, et surtout, comme tu l'as dit, parce que c'est une classe d'actifs qui est encore assez méconnue et qui pourtant devient de plus en plus accessible. Peut-être pour commencer, tu pourrais nous expliquer c'est quoi le marché du non-coté. Euh, qu'est-ce que ça représente, clairement? Exactement. Alors, déjà, le non-coté, qu'est-ce que ça signifie? C'est en opposition au coté, c'est-à-dire que le non-coté, le marché non-coté représente les actifs qui n'ont pas de cotation boursière. Donc, le marché du non-coté représente quand même plus de 10 trilliards de dollars et c'est composé de trois axes principalement. D'une part, le private equity.
donc il représente 65% des actifs non cotés. Le private equity, ce sont des participations au capital des sociétés. Ensuite, comme deuxième axe, on a la dette privée. Là, il ne s'agit pas d'investissement sous forme de capital, mais des entreprises qui émettent de la dette, donc des emprunts, auprès d'investisseurs privés pour développer leur activité. Et ensuite, on a un troisième axe. Le troisième axe, c'est l'immobilier. Et il s'agit principalement de projets de réhabilitation et de création de valeur au sein de l'immobilier. Donc on a vraiment ces trois axes et c'est un marché qui est déjà très important puisqu'il représente plus de 10 trilliards. Merci beaucoup Vincent pour ces informations. Donc peut-être pour résumer, donc les deux premières parties sont des parties, on va dire, plus financières, sont du private equity financier, et la troisième partie est plus du private equity en mode immobilier. C'est exactement comme ça qu'on va décliner ce webinaire. Première partie, on va principalement parler du financier, en deuxième partie de l'immobilier, et on reviendra sur des cas pratiques que Vincent pour lequel tu pourras un petit peu illustrer comment investir dans du private equity selon la situation de chacun. Donc, première partie, on parle du private equity. Est-ce que tu peux nous définir ça peut-être un petit peu plus clairement, s'il te plaît? Oui, alors le private equity au capital investissement, donc il y aura beaucoup d'anglicismes parce que c'est une classe d'actifs qui est née aux États-Unis. Donc en français, c'est vraiment du capital investissement. Donc elle permet d'accompagner des sociétés qui sont non cotées, soit à développer, soit à innover, soit à pérenniser leur activité sous forme de levée de capital. Ça, c'est une Parfait. définition très rapide, mais je reviendrai en détail par la suite sur la Avec classe plaisir. d'actifs. Et donc, euh, on parlait tout à l'heure de classe d'actifs, on parlait tout à l'heure, pardon, de private equity plutôt financier, private equity plutôt en placement immobilier. Est-ce que tu peux peut-être nous dire à quel stade de développement d'une société on va pouvoir entrer au capital de celle-ci et donc investir en private equity? Oui, alors il y a différents stades de développement d'une société. Le premier stade où on peut investir sous forme de capital, c'est ce qu'on appelle le capital risque ou venture capital. C'est une aide véritablement au démarrage d'une société, c'est-à-dire pour financer une nouvelle technologie de la société. Ensuite, on a un deuxième stade, il s'agit du capital développement. Donc là, il s'agit d'aider au développement d'une société que l'on peut déjà considérer comme mature et qui est déjà rentable. Ensuite, on a un troisième stade, il s'agit du capital transmission. Donc là, il s'agit d'une participation au capital au moment de la cession de la société ou juste avant son introduction en bourse. Donc vous, en tant que particulier, vous avez la possibilité d'investir à différents stades de maturité d'une société. Donc évidemment, si on investit au sein d'une société qui en est au stade numéro 1, donc par exemple au capital risque, au moment de l'innovation, on prendra beaucoup plus de risques que si on investit sur une société juste avant sa transmission ou son introduction au capital, puisque là, la société est déjà mature. Donc en fonction du profil de risque, on va déterminer le moment d'investissement, sachant que l'intérêt également, c'est que vous allez être vraiment connecté à l'économie réelle et que l'actionnariat, je prends la comparaison par rapport à l'univers du côté, l'actionnariat de ces sociétés-là va être beaucoup plus connecté au résultat final et à la création de valeur de la société. Donc c'est vraiment ça l'intérêt pour le particulier de cette classe d'actifs du private equity. Parfait. Et il y a une notion que tu as mentionnée qui pour moi est, je trouve, capitale. Tu parlais de risque. Et effectivement, tu mentionnes ces trois stades de développement de la société. Si on investit, alors tu me corriges si je me trompe, mais j'imagine que Mm. si on investit en capital risque, donc au démarrage de la société, le risque de tout perdre est quand même très grand, mais le potentiel gain est également assez important. Inversement, quand on investit en transmission, donc on arrive juste avant une introduction en bourse ou une vente de la société, le risque de perdre son argent, il existe toujours, hein, il faut le dire, il existe toujours, mais il est quand même beaucoup plus limité, non?
Exactement. Donc, effectivement, quand on investit dans des sociétés, dans du capital risque, dans des sociétés qui apportent une véritable innovation, non seulement le particulier en France va bénéficier d'un avantage fiscal, dont je reviendrai un peu plus tard, mais, parce que l'investissement est extrêmement risqué. Donc il y a vraiment un risque, par exemple, la technologie dans laquelle a investi la société ne fonctionne pas et dans ce cas-là, on a un risque de perte à 100 du capital qu'on a investi. À contrario, évidemment, si on investit dans une société qui est déjà mature, dans ce cas-là, la société a déjà un business model qui est établi et le risque, finalement est moins important, même si, attention, on reste dans une classe d'actifs qui est risquée de nature puisque, ça reste du non-coté. Donc, quand je dis moins risqué, c'est moins risqué au sein d'une catégorie qui reste risquée. Merci pour ces informations. On a tendance à dire généralement, enfin, moi j'entends souvent de la part peut-être d'épargnants qui viennent sur la plateforme. Je rappelle que vous êtes plus de 35 000 maintenant membres de la plateforme Neofa. Donc j'entends souvent dire de la part d'épargnants que voilà, le private equity, le non coté, c'est réservé à des gens très fortunés. C'est réservé peut-être à une catégorie de personnes dont on ne fait pas partie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'en est-il vraiment en fait? Alors, c'est vrai que c'est pas totalement faux, de dire que le private equity est réservé normalement aux grandes fortunes, puis c'était le cas auparavant. Il suffit de regarder, sur la partie gauche de la présentation, la part du patrimoine, des grandes fortunes, heu, qui est investi au sein du private equity, elle représente 15. Alors que pour un épargnant français moyen, cette part représente moins de 1 des allocations des Français. Je pense qu'on est autour de 0,5. Donc évidemment, c'était réservé aux grandes fortunes et aux institutionnels, pour une raison principale, c'est que les tickets d'entrée étaient très importants. C'est-à-dire que les tickets d'entrée pour investir dans du private equity représentent plusieurs millions d'euros. Donc c'était réservé aux grandes fortunes qui y trouvaient un intérêt, particulier pour 2 raisons. La première, c'est un rendement qui est très attractif par rapport aux cotés. C'est-à-dire que sur l'univers, du non-coté, sur des périodes longues, on a une surperformance par rapport aux cotés de l'ordre de 5 à 7 par an. Et deuxième intérêt, c'est que les grandes fortunes, veulent être beaucoup plus connectées à l'économie réelle et le private equity est une classe d'actifs qui répond à ce critère, là d'investissement. Alors, Maint oui, vas-y, pardon. Non, non, vas-y, vas-y, je ouais, poserai. ouais, non. En fait, maintenant évidemment, ça a changé, c'est-à-dire que depuis quelques années, le private equity s'est vraiment démocratisé et est éligible même au sein des contrats que vous connaissez tous, c'est-à-dire des contrats, d'assurance vie, un plan épargne action PME, un plan épargne retraite ou même en direct. Donc en direct, le ticket d'entrée va être de 20 000 € et au sein d'un contrat d'assurance vie PER ou PEA, le ticket d'entrée va être de 5 000 €. Donc on va pouvoir, avoir accès aux mêmes fonds et aux mêmes investissements que les grandes fortunes, mais pour des tickets d'entrée bien inférieurs. Donc ce que je conseille, mais évidemment quand le profil de risque du client le permet, quand il a des sommes qu'il bloque sur le long terme, c'est par rapport à l'allocation qu'il a sur des actions cotées, de diversifier et de créer aussi une allocation sur du non coté pour diversifier ses placements. Puisque mon objectif est d'augmenter le profil de risque et le couple rendement-risque du particulier, donc augmenter le rendement sans véritablement augmenter les risques et donc, la diversification permet cela. Merci beaucoup pour ces informations. J'avais une question ou plus une remarque parce qu'on parle tout à l'heure, on parle depuis tout à l'heure de différence entre coté, non coté. Est-ce que je peux dire que l'investissement dans des sociétés cotées, c'est un petit peu comme un supermarché? C'est-à-dire que voilà, tout est à peu près standardisé, on prend peut-être un peu moins de risques, mais voilà, tout va évoluer plus ou moins de la même façon, peu importe réellement le résultat de chaque société. En fait, si le marché il monte, les choses vont monter, les actions vont monter. Si le marché il descend, tout le monde va plus ou moins descendre. Alors que le non coté, on est plus chez l'artisan, on prend un peu plus de risques, c'est-à-dire qu'on peut aller
chez un artisan et puis ce qu'on va y trouver, c'est peut-être pas bien. Mais en même temps, on peut trouver des petites pépites qui, effectivement, vont nous permettre d'avoir un rendement qui est beaucoup plus important. Est-ce que cette image, pour illustrer un petit peu la différence entre société cotée et non cotée, te paraît juste? Oui, très bien. C'est vrai que, et ça, je reprends les différents stades, des sociétés que j'ai présentées préalablement. C'est-à-dire que quand on investit sur l'univers du coté, on va investir, on a que ce sont des entreprises déjà matures et donc on investit qu'à un seul stade de développement de la société. Après, si on investit sur des pépites du côté, par exemple, dans des petites et moyennes capitalisations, elles vont avoir, ces fonds vont avoir une problématique de liquidité à gérer. Ce que ne vont pas avoir les fonds, les investissements dans le non coté, où il n'y a pas cette problématique de liquidité à gérer pour les investisseurs. Donc, c'est vrai que cette prime de liquidité va permettre de générer plus de performance. Après, oui, le non coté, le coté va avoir moins de volatilité et, normalement, c'est un placement qui est moins risqué, comme évidemment ce sont des entreprises qui sont déjà parfaitement établies. Après, même au niveau de l'actionnariat, ça va être différent puisqu'on est beaucoup plus dépendant en termes de décision par rapport à la réaction boursière qu'on peut avoir derrière. Donc, un mauvais résultat peut être beaucoup plus sanctionné ou un bon résultat peut être moins apprécié que dans le non-coté où là, on est vraiment 100% lié et corrélé Ouais, au résultat de la société. très bien. Merci pour ces informations. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée sur les questions. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou dans le module questions. Je la pose maintenant parce qu'elle est dans la thématique. Euh, Quel est le minimum pour investir dans du private equity? Le minimum, alors ça dépend. Soit on investit en direct et le minimum pour le moment, on est autour de 20 000 €, soit c'est au sein d'un contrat d'assurance vie. On a même des contrats d'assurance vie, on peut investir des 1 000 € au sein du private equity. Habituellement, c'est 5 000, mais on a même des contrats maintenant, où ils permettent l'investissement des 1 000 €. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Merci, merci pour ces informations. Et donc, justement, à propos de ça, et je vois que c'est une autre question qui est arrivée, à propos de ça, il existe aujourd'hui des solutions dans lesquelles on peut investir plus facilement pour être exposé à cette classe d'actifs qui est le private equity. Est-ce que, du coup, c'est assez simple de le faire et quelles sont ces solutions? Oui, alors, pour comprendre ces solutions, faut savoir que la gestion du risque est centrale pour moi dans le choix des solutions et c'est pour ça que je préconise principalement, parmi toutes les solutions qui existent dans le private equity, je préconise principalement ce qu'on appelle des fonds de fonds. Donc, dont l'objet est de prendre des participations de capital au sein de sociétés. Ces fonds de fonds, c'est-à-dire qu'on a accès aux meilleurs gérants, du private equity et on va avoir accès au sein d'un fonds à quasiment 350 sociétés sous-jacentes. Donc il y a une vraie diversification sectorielle, c'est ça qui est très important. Donc quand on parle de secteur, évidemment le private equity va toujours investir dans des secteurs qui ont un potentiel de croissance supérieur au potentiel de croissance du PIB mondial. Donc ça va être typiquement les logiciels, la technologie, donc maintenant il y a dans tout secteur de la technologie ou la santé par exemple. Ensuite, il y a une diversification géographique, donc on ne va pas seulement investir dans du private equity en France, mais ça va aussi être du private equity investi aux États-Unis. Donc toute cette diversification permet de diminuer le profil de risque et il y a aussi cette diminution du risque du gérant. C'est-à-dire que si on investit sur un seul gérant, un seul fonds, on a le risque que le gérant se trompe. En revanche, si on investit dans un fonds avec plusieurs gérants, on dilue ce risque parce que faut que vous sachiez, c'est qu'il y a une forte dispersion entre les performances des meilleurs fonds de private equity et des moins bons fonds. Donc il faut vraiment sélectionner les meilleurs gérants, les meilleurs fonds, etc.
Et c'est Oui. donc une de tes missions en tant que CGP, trouver. Exactement, Voilà. exactement. Ça va être ma deuxième mission. Ma première mission, ça sera toujours de vérifier que le private equity est une solution adaptée au profil d'investisseur, à la situation patrimoniale du particulier. Et ma deuxième mission, évidemment, et c'est pour ça aussi que je suis indépendant, c'est que j'ai accès à l'ensemble des solutions du private equity du marché. Et donc, je sélectionne, en fonction d'énormément de critères, les meilleurs fonds de private equity. Donc, on sélectionne vraiment des fonds qui sont normalement réservés aux institutionnels. Et quand on parlait des cycles d'investissement, les fonds qu'on va sélectionner sont principalement des stratégies basées sur le capital transmission et le capital développement. Donc déjà sur des sociétés qui sont matures. Donc globalement, dans les fonds, on va être plutôt entre 20 et 30 de capital développement et quasiment 70 à 80 sur du capital transmission. Donc on est sur le dernier segment, sur la partie, on va dire, moins risquée du private equity. En termes de rentabilité, ces fonds ont un objectif de rentabilité qui n'est pas garanti, attention, mais de 10 par an. Pour vous donner un ordre d'idée des rentabilités, France Invest a déterminé que sur les 15 dernières années, la rentabilité moyenne annuelle était de 12 par an. Ok. Donc la contrepartie de cette rentabilité, c'est la prise de risque et surtout l'horizon de placement qui est de 10 ans, c'est-à-dire qui va correspondre, alors je cite 10 ans, il peut y avoir des fonds légèrement inférieurs, mais ça va correspondre au cycle de vie d'une entreprise pour qu'elle arrive à maturité. Et c'est cette illiquidité, ce manque de liquidité, donc que les fonds soient bloqués pendant une certaine durée, qui permet aussi d'avoir cette performance plus importante. On a une question qui est arrivée en même temps, qui nous demande quels sont les frais potentiels sur ce type de fonds de fonds. Oui, alors les frais potentiels, alors d'une part, l'objectif de 10 par an, c'est net de frais évidemment. Il y a autour de 2%, 2,2 de frais de gestion par an. D'accord, c'est très clair. Merci pour tout ça. Alors, tout ça, c'est très bien, mais comment est-ce que tu recommanderais de détenir ces parts de fonds ou ces parts de private equity? Au sein de quelle enveloppe? Puisqu'on sait qu'en France, il y a énormément d'enveloppes différentes Ouais. au sein duquel on peut investir. Toi, tu recommanderais quoi? Alors, déjà, private equity, ça va dépendre de la situation de la personne. Elle peut le détenir au sein d'un contrat d'assurance vie en direct, mais alors il y a une enveloppe fiscale, que je trouve particulièrement adaptée pour détenir du private equity ou pour commencer un investissement au sein du private equity, c'est le plan épargne retraite. Je pense que la plupart des participants doivent être familiers avec le plan épargne retraite. Je rappelle rapidement que le plan épargne retraite, c'est un placement qui est dédié à la préparation de la retraite. Les sommes que vous versez à l'entrée permettent une défiscalisation, c'est-à-dire que les sommes vont être déduites de votre revenu net imposable. Donc, ça vous permet d'avoir un avantage fiscal à l'entrée et in fine une réduction d'impôt. Ensuite, pourquoi le PER, donc plan épargne retraite et le private equity sont très complémentaires? C'est au niveau des durées d'investissement. Quelqu'un qui investit sur un PER bloque ses sommes jusqu'à l'âge légal de la retraite, hors cas de déblocage spécial, mais exceptionnel que je ne vous souhaite pas. Tandis que, et sur le private equity, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les sommes que vous versez sur le private equity vont être bloquées pendant une certaine durée. Donc, pour préparer sa retraite, investir sur du private equity au sein d'un PER a beaucoup de sens, c'est-à-dire que vous bénéficiez de 2 leviers, le levier fiscal à l'entrée du plan épargne retraite et du levier, du private equity au niveau de la création de rendement. Donc c'est vraiment 2 enveloppes, l'enveloppe et le placement qui matchent parfaitement. Parfait. Merci pour toutes ces informations. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a deux types de private equity, un private equity plus placement financier et un private equity plus immobilier. On passe à cette deuxième partie. Donc, peut-être sur l'immobilier, Vincent, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe ou qu'est-ce qu'est
quelles sont les différences entre le private equity financier et immobilier? Oui, alors, je voulais absolument inclure une partie sur l'immobilier, au sein de ce webinaire parce que l'immobilier, reste le placement privilégié des Français. Hem, 80 selon une étude de Natixis des Français financent leur retraite par l'immobilier. Au niveau des différences, moi je vous ai principalement parlé du financier, c'est-à-dire, via les des actions donc, des participations en capital et de la dette obligataire. En immobilier, il y a 2 catégories principales. D'une part des club deals, c'est-à-dire des opérations de marchand de biens. Donc vous apportez en tant que particulier, vous apportez du capital à une opération, de marchand de biens, spécifique et la durée de placement va être, on va dire, inférieure à celle du private equity financier. Puisque pour réaliser une opération de marchand de biens, la durée va être inférieure, inférieure même à 5 ans. Et la deuxième catégorie, ce sont les fonds professionnels spécialisés. Ça va être plutôt la catégorie que moi je vais privilégier, de nouveau dans une optique, de diversification et dans une optique de moindre risque. C'est-à-dire, là, ça ne sera pas un seul projet dans lequel vous êtes investi, mais dans une multitude de projets. Et là, ce sont principalement des projets de réhabilitation, d'immobilier obsolète, par exemple, ou pour, les remettre aux nouvelles normes et répondre à des problématiques de logement. Il y en a énormément en Île-de-France, par exemple. Vous remarquerez, pour ceux qui nous suivent depuis maintenant quelques temps, qu'il y a un mot qui revient systématiquement dans la bouche de chacun des conseillers qui sont membres de la plateforme Neofa, c'est la diversification. Et c'est le maître mot de la gestion de patrimoine qui vous permet effectivement de dormir un petit peu sur ses deux oreilles. Est-ce que et en fait, la diversification, elle n'est pas uniquement sur l'allocation de votre argent au sens large, mais elle l'est également dans la thématique, la classe d'actifs, par exemple private equity. Ben, dans cette classe d'actifs, on va également diversifier pour vraiment essayer de limiter les risques un maximum. Parce qu'il ne faut pas oublier que la gestion de patrimoine, ce n'est pas uniquement de la performance, mais c'est aussi bien gérer les risques. Et je pense que c'est important de le rappeler. Euh, sur l'immobilier, pourquoi est-ce qu'on ferait de l'immobilier en private equity et qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait? Alors, il y a plusieurs réponses. C'est-à-dire que la première réponse que je pourrais apporter, c'est que, de nouveau, on va être, l'investisseur va être connecté à l'économie réelle. C'est-à-dire, il y a une vraie dimension sociale, sociétale ou et même environnementale dans l'investissement qu'on réalise. Ensuite, c'est un investissement immobilier qui va être porteur d'un rendement assez attractif puisqu'on va être autour entre 8 et 10 de rendement alors que le sous-jacent reste immobilier. La fiscalité va être également attractive puisqu'on peut avoir une exonération, d'impôt sur les plus-values, donc ça, c'est intéressant. Et alors l'argument, on va dire majeur, c'est pour les personnes qui sont ou sont déjà ou sont quasiment assujetties à l'IFI, donc qui ont un patrimoine immobilier net taxable d'1,3 million. Cette solution va leur permettre de continuer à investir dans l'immobilier sans alourdir leur facture d'impôt sur la fortune immobilière. Donc il y a ces différents arguments, le rendement, la fiscalité attractive, qui rendent ce placement, assez attractif pour les particuliers. Excellent. On a décidé, alors pour ceux, encore une fois, qui nous suivent depuis un petit moment, d'habitude nos webinaires durent 1 heure. Là, on va essayer de faire 30-35 minutes et de vous laisser la parole pour des questions si besoin. On est déjà un petit peu en retard et surtout qu'il y a encore 2-3 questions que j'aimerais te poser, Vincent, pour aider les personnes qui nous suivent. Tu voulais illustrer tous ces propos avec 3 cas pratiques pour essayer voilà, que les gens matérialisent un petit peu ce qu'on peut faire avec du private equity. Et tu voulais commencer par le profil de Jean. Je précise que ce n'est pas son vrai nom. On a Oui. changé. Voilà. Ouais. Alors Jean, il cherche des solutions de diversification et veut principalement des solutions qui vont le protéger contre l'inflation.
Il a déjà un patrimoine établi et a déjà un contrat d'assurance vie, et cetera, quand j'ai réalisé son bilan patrimonial et ce qu'il veut, c'est des solutions sur le long terme parce qu'il a un profil de risque un peu plus important et est capable de bloquer des sommes sur le long terme et dans ce cas-là, il a aussi, quand j'ai réalisé son bilan patrimonial, une appétence pour des secteurs comme l'énergie renouvelable et la technologie, donc des secteurs, par exemple, socialement responsables. Donc Ouais, moi, je vais le conseiller plutôt dans des fonds de capital investissement, qui sont axés justement sur ces secteurs. Ça tombe bien, ce sont des secteurs assez porteurs et qui ont justement, comme je vous l'expliquais plus tôt, des potentiels rendements, des potentiels de croissance supérieurs à la croissance globale du PIB mondial. Donc, ce sont des secteurs recherchés dans les fonds de private equity et donc ça permet de répondre à à sa problématique, c'est-à-dire rechercher du rendement, sur le long terme et être exposé à ces secteurs-là. parfait. Est-ce que tu veux nous parler peut-être d'autres cas spécifiques? Oui, alors, D'être rapide. là, J'ai deux, ouais, trois questions que j'aimerais te poser oui, aussi. oui, d'accord. En fait, peut-être directement, passer sur, une personne morale parce qu'on a beaucoup parlé Oui, des particuliers, personnes physiques. Là, c'est une personne morale, donc 2 cas. Une personne qui vend sa société, elle veut bénéficier d'un report, d'imposition sur la plus-value. Donc elle apporte donc c'est un mécanisme d'apport-cession, donc elle apporte les titres à une holding. Dans ce cas-là, pour bénéficier de ce report, elle est obligée, cette société, d'investir sur des fonds de private equity. Donc, mais des fonds de private equity qui sont éligibles à cette solution. Donc là, je peux également apporter un conseil dans ce sujet au niveau de la sélection des supports, ou alors une société qui a de la trésorerie très stable sur le long terme. Ça peut être adapté pour une association typiquement. Une association qui a énormément de trésorerie, elle peut allouer une petite partie de sa trésorerie sur des solutions de private equity en diversification également. parfait. Est-ce que là, on est en train de parler du fameux article, je crois que c'est 150 obétaires, c'est ça? C'est ça exactement. Là, pour la partie vente de société, c'est l'article 150 obétaire. Donc, on a certains supports qui sont éligibles. Il y a beaucoup de critères pour avoir cette éligibilité. On a certains supports qui sont éligibles à ce critère-là. Et j'ai vu une question passer à propos de cet article. Est-ce qu'on peut cumuler un PER avec donc l'avantage fiscal du PER avec cet article-là? Non, D'accord. non, non, non. C'est le PER, euh, c'est à titre. J'en parlais à titre individuel, mais c'est vrai que quand on investit sur ces supports-là, pour bénéficier du report d'imposition, on doit investir dans ces titres en direct. On ne peut pas D'accord. investir via une enveloppe fiscale particulière. D'accord, c'est très clair. Merci. Donc, petite conclusion, qu'est-ce que tu aimerais nous dire et comment tu aimerais conclure à propos du private equity? Est-ce que, voilà, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu recommandes évidemment, si le profil du client correspond, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes assez fréquemment à tes clients? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour conclure? Oui, alors, déjà, j'espère que cette présentation vous a permis de découvrir le private equity. Et j'étais ravi d'y participer. En fait, je le recommande souvent à des clients qui ont une partie de la trésorerie qui dort sur le long terme, qui veulent investir en actions. Quand on voit ces dernières années cette forte volatilité sur le marché du côté, je me dis qu'il y a aussi des opportunités sur la partie non cotée. Évidemment, ces opportunités doivent être conformes toujours au profil de risque de la personne et donc c'est important, de déterminer si ce placement est adapté à la situation. C'est-à-dire, j'analyse le passif du client, ses dettes et sa volonté également de rendement et son Bien profil de sûr. risque. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte car cette somme va véritablement être bloquée pendant une certaine période. Alors, je le recommande énormément au sein du plan épargne retraite, car je trouve que c'est vraiment un très beau match entre ces deux classes d'actifs. Et au niveau de la rentabilité, je vais quand même rappeler, c'est pour ça que je le recommande, c'est aussi au niveau de la rentabilité qui est assez attractive, c'est-à-dire que 10% par an pendant 7 ans permet de doubler le capital.
Donc évidemment, c'est risqué, mais le potentiel rendement est quand même assez important et on peut véritablement créer du patrimoine sur le long terme. Donc si votre profil de risque correspond évidemment. Superbe. Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces informations. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, comme Vincent, c'est clairement de vous aider à faire les meilleurs choix. Donc, et peut-être que le conseil, c'est aussi de vous dire, votre profil, il va pas pour le private equity. Donc, c'est aussi ça, hein, un vrai conseil. Donc, on peut que vous encourager à aller sur Neofa et prendre rendez-vous avec Vincent ou un de ses confrères pour discuter de ça. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont arrivées. On va essayer d'y répondre. On ne pourra peut-être pas y répondre à toutes. Vincent, Hervé nous demande pour la catégorie immobilier, est-ce qu'il y a de l'immobilier de bureau dans les fonds? Oui, c'est principalement des bureaux, par exemple, obsolètes qui vont être transformés en logements. C'est ce qui se fait principalement pour le moment dans les fonds de private equity immobilier. Donc on achète des bureaux vides, par exemple, qu'on retransforme soit en logement, soit en une crèche, une école ou ce type de bien immobilier. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse. J'espère, Hervé, que ça a répondu à votre question. Autre question, est-ce que, donc question de Laclos, en cas de succession, comment se passe la transmission euh, dans une assurance vie ou au nominatif? Alors il y a deux questions finalement. En assurance vie, évidemment, au moment du décès, l'assurance vie, elle est clôturée. Donc c'est l'assureur qui prend le risque de liquidité. Donc c'est l'assureur qui va prendre en charge la liquidité. Le contrat va être clôturé, le capital transmis aux bénéficiaires du contrat. En direct, si vous possédez du private equity en direct, c'est mis au nominatif et les héritiers vont hériter de la ligne du private equity, en indivision ou pas, hein, ça dépend combien ils sont et il faudra attendre la clôture, enfin la fin du millésime, ou la fin du fonds pour récupérer le capital investi. Parfait. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Corentin également, alors celle-là, bon, je sais pas, mais c'est probablement la principale différence entre le côté et le non-côté. Peut-on consulter par un moyen quelconque la santé financière d'une société non cotée avant d'investir? Alors là-dessus, c'est effectivement la différence entre côté et non côté, c'est que ça va être plus compliqué de consulter la véritable santé financière, surtout s'il s'agit d'une société purement innovante. Euh, c'est pour ça qu'on fait confiance à des gérants de qualité et des gérants qui font ce type d'investissement depuis 30 ans, puisqu'ils sont au mieux pour sélectionner les meilleures sociétés dans leur portefeuille. Oui, et puis c'est vrai qu'on peut dire que voilà, dans le côté, les sociétés cotées ont des obligations de publication de résultats, etc., qu'on ne peut pas forcément avoir auprès des sociétés non cotées. Il n'empêche que tous les gestionnaires de fonds private equity et les personnes qui sélectionnent les sociétés dans lesquelles investir, eh ben, font clairement ces analyses-là avec les documents qui leur sont transmis Mm. par les sociétés elles-mêmes. Parce qu'évidemment, ils n'investissent pas juste comme ça parce qu'ils ont trouvé que le type était sympa, hein. Ça. Oui, il y a une vraie analyse par rapport aux concurrents, où se situe la société dans le marché, etc. Il y a une vraie analyse qui est réalisée avant de l'investissement. Et je te propose de prendre peut-être une dernière question, Vincent, et, Oui. euh, et avant de laisser tout le monde repartir à ses occupations. Euh, à ton avis, est-ce que c'est mieux de placer au démarrage de la société ou alors lors des phases peut-être un petit peu suivantes? Alors, Qu'est-ce que toi tu recommandes généralement? Alors, ça dépend toujours du profil de risque du particulier, j'y reviens, mais moi, je vais plutôt conseiller d'investir dans des fonds
qui sont au moins au deuxième stade, donc qui sont déjà matures, quitte à avoir un tout petit peu moins de potentiel de rendement, mais moins de risques qu'en première phase. Donc, je vais plutôt conseiller des fonds, comme je l'expliquais, qui sont à 20-30% en capital développement et 70-80 en capital transmission. Donc, c'est ce que je recommande plutôt à mes clients. Voilà, pour, encore une fois, gérer le risque. Exactement. Et puis, même avec cette gestion de risque, on a quand même des rentabilités qui sont déjà très attractives sur ce segment-là. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Vincent. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prochain webinaire, ça sera fin août ou début septembre. Vous recevrez un mail, évidemment, avec la date et on vous invitera et on espère vous y retrouver encore une fois très nombreux. Merci de nous avoir suivis. Vous allez recevoir un mail avec le replay. N'hésitez pas à le partager. Et encore une fois, si vous avez des questions, des besoins ou quoi que ce soit, venez sur Neofa, prenez rendez-vous avec Vincent ou un de ses confrères et on trouvera des solutions pour vous. Merci Vincent et merci à toutes Merci et tous. Nicolas. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.